Bonjour à vous, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, hier, il y avait le fameux débat entre Bardella et Attal. Alors, je titre cette vidéo « Ils ont peur ». J'ai déjà d'ailleurs utilisé ce titre « Ils ont peur ». Mais ils ont peur. Ils ont peur parce que clairement, ce débat est un débat de pacotille. C'est un débat de coq. Bardella est resté un petit peu trop psychorigide sur des positions au lieu de faire évoluer ses arguments. Et Attal, évidemment, en a profité pour le tacler sur des approximations avec un argumentaire. Et ce qui fait qu'on a envie de dire, mais Bardella, il va falloir qu'il apprenne à potasser ses sujets un petit peu plus. Alors, le problème, c'est que ce débat, c'est un débat de forme. Même si sur le fond, Bardella a raison de mettre sur la table des vrais sujets, le problème, c'est la forme. C'est qu'il n'arrive pas à mettre en forme de telle manière à ce que son interlocuteur ne puisse contredire sans devoir lui aussi apporter des arguments, apporter quelque chose de tangible. Et du coup, Bardella a tendu un petit peu la perche à Attal, et Attal s'est engouffré dans la brèche, d'où la raison pour laquelle même les commentaires ou les commentateurs plutôt d'extrême droite ou de droite admettent que Bardella, pour certains d'entre eux, n'a pas été franchement au niveau. Mais de toute façon, soyons clairs, regardez la plupart des débats aujourd'hui, sur ces 10 dernières années. Comparez-les avec des débats des années 80-90. Bien, vous allez voir que, oui, il y a une grosse différence. Déjà, une différence de charisme. Et puis, il y a une différence d'élocution. Et puis, il y a une différence sur la façon d'aborder, de développer les sujets, les polémiques, les débats, le fond et la forme. Aujourd'hui, on a affaire, tout simplement, à des débats qui sont la démonstration de ce que je vous dis depuis très longtemps, c'est-à-dire la déliquescence même du système ou du paysage politique. C'est-à-dire qu'on a des gens qui font des généralités, qui font de l'approximation, qui déliblatèrent et essayent de jouer justement avec les sensibilités, avec les affections, avec les émotions. Sauf que le problème, c'est qu'ils ne touchent qu'une minorité de gens. Et du coup, la majorité, quand elle voit l'état du débat politique aujourd'hui, ils se disent mais c'est des guignols, ça n'a pas de sens. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui par rapport à certains sujets où tout d'un coup nous avons des politiciens qui hier disaient noir et aujourd'hui ils disent blanc. C'est-à-dire qu'on a des retournements de veste, mais en plus de ça, ils ne l'assument pas. Ils vous l'affichent comme ça de façon très naturelle, comme si, à la limite, vous avez la mémoire courte et que vous ne vous souvenez pas que fut un temps où il disait le contraire. La grosse polémique actuellement sur le Rassemblement national, c'est savoir, mais du coup, le Rassemblement national, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent rester dans l'Union européenne ou est-ce qu'ils veulent sortir de l'Union européenne? Alors, je vous l'ai dit, peut-être que Marine Le Pen ne veut pas afficher ou ne veut pas mettre en évidence sa volonté de quitter l'Union européenne, parce qu'elle sait que quitter l'Union européenne, là, vous allez avoir toute la mécanique, toute l'armée européiste qui vont lui tomber dessus. Donc elle préfère jouer un petit peu le profil bas, essayer de se faire élire, et puis une fois qu'elle est élue, allez savoir, peut-être qu'elle va, elle a peut-être dans l'idée de faire un référendum sur un Frexit. C'est pas faux. Mais comme aujourd'hui on est en face de gens qui prennent comme argent comptant le décor qu'on leur affiche sous les yeux, ils réfléchissent pas, ils ne pensent pas. Ils ont peur. Ils ont peur parce que il y a une conscience réelle de l'opinion sur l'événement Gaza. Et d'ailleurs, je vous ai expliqué le coup où certains médias se sont un petit peu emballés
sur le dire que ça y est, Israël a reçu des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Alors que non, en fait, c'est des demandes qui ont été faites. Et là, on a la Cour internationale de justice. Alors là, c'est la Cour internationale de justice de l'Haye qui exige l'arrêt des combats à Israël. Alors c'est très intéressant parce que là, nous avons donc deux cours qui sont dans des processus qui très clairement ont l'intention de condamner Israël, l'État d'Israël, plutôt que Netanyahou en particulier. Très clairement, on voit les réactions. Alors les réactions, évidemment, américaines. Joe Biden, et ben voilà, plouf. Ouais, mais non, mais c'est dégueulasse de considérer Israël au même niveau que le Hamas. Non mais attendez, est-ce que vous êtes conscient que là, Israël a quand même fait une intervention militaire dans la bande de Gaza qui est complètement disproportionnée? Et arrêtez de nous sortir le coup du 7 octobre, oui, larmoyant, des otages. Tiens, d'ailleurs, oui, on a retrouvé 3 otages, dont un des Français. Mais est-ce que ça donne, finalement, est-ce que ça donnerait raison à n'importe quel pays, demain, de raser un autre pays sous prétexte parce que le pays en question a fait une attaque, a embarqué quelques centaines d'otages, en a tué quelques-uns, etc. Là, j'ai envie de dire, est-ce que finalement Israël n'adopte pas ce que l'on a essayé d'étouffer, de tuer dans l'œuf depuis de nombreuses années pour finalement demander à l'occidental de tendre la joue gauche, tant qu'évidemment les intérêts des puissances financières occidentales n'est pas menacé. Et là, finalement, est-ce que Israël ne nous rappellera pas cette règle de la loi du talion? Œil pour œil, dent pour dent. Mais là encore, attention, je ne légitime pas l'opération dans l'État. Je peux en effet comprendre une intervention militaire pour essayer débusquer les soldats du Hamas. Mais là, je suis désolé, ça a dérapé très rapidement en un grand n'importe quoi. Et c'est pour ça que dès le 8 octobre, moi je vous ai dit, attention, là va y avoir une opportunité pour les sionistes de faire une liquidation de la bande de Gaza. Et quand la bande de Gaza sera liquidée, ça sera la Cisjordanie. Le grand Israël. Sauf que le problème, c'est que les sionistes, ils sont partout. Ils sont logés partout. Ils sont même logés au Mossad. Et on fait en sorte que le Mossad possède tout ce qu'il faut comme information qui peuvent jeter le discrédit, qui peuvent créer des scandales sur n'importe quel dirigeant, politicien, homme d'influence occidental. Surtout les bidonnes. Donc du coup, le problème, c'est que finalement, l'élite s'est laissée un petit peu déborder, voire même beaucoup, par les sionistes. Et du coup, aujourd'hui, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde et ils ont peur. Pourquoi? Parce que l'opinion, elle est encore très majoritairement consciente. Elle sait faire la part des choses. Et tout d'un coup, elle se rend compte que toute la véhémence, que toute la condamnation internationale, que les sanctions même qui ont été votées contre la Russie suite à l'attaque de l'Ukraine, là, contre Israël, vous avez une demande de la Cour pénale internationale pour un mandat d'arrêt ou des mandats d'arrêt sur plusieurs personnalités de l'État d'Israël. Et vous avez aujourd'hui la Cour internationale de justice qui, elle aussi, fait les gros yeux. Mais le problème, c'est que la Cour internationale de justice, dans 2-3 jours, dans une semaine, etc., si Israël continue et fait finalement un bras d'honneur à la Cour internationale de justice,
l'opinion, encore une fois de plus, va dire, mais alors, finalement, tous ces organismes qui étaient censés être des vertueux, punir les méchants, dictateurs, etc., ne servent à rien. Oui, elles ont servi pour condamner et mettre à l'écart des politiciens, des présidents de pays africains ou de pays arabes ou de pays d'anciens régimes, d'anciens pays de l'Est, d'Europe de l'Est. Mais là, quand on est en face d'une réalité, là, il y a des responsabilités qui doivent être assumées et mises en évidence. Oui, alors déjà, j'ai envie de dire, que ce soit la Cour pénale internationale ou la Cour de justice de la Haye, ils ont quand même mis le temps pour réagir. Alors ils ont mis le temps pour réagir, pourquoi ? Parce que, encore une fois, les pressions, les risques, les conflits d'intérêts. Et donc finalement, que ce soit ces deux organismes internationaux, ils vont dire, on a agi. On ne pourra pas dire qu'on a fermé les yeux, on a agi. Ouais, sauf que l'action, derrière, elle n'est pas suivie des faits. Elle n'est pas suivie d'une intervention internationale. Elle n'est pas suivie par une intervention ou un vote d'alliance au niveau de l'ONU pour envoyer des casques bleus pour calmer le jeu. Non. Donc tout d'un coup, l'opinion, elle se rend compte, comme je vous l'ai déjà expliqué dans différentes vidéos, qu'il y a des gens par le passé qui nous avaient prévenus, mais qui se sont fait accuser d'antisémitisme, de racisme, etc., dont certains ont fait de la tôle. Rissen, par exemple, il a été condamné à cause de ça. Alors que finalement, aujourd'hui, Rissen, sur l'influence d'organisations juives sionistes en France, excusez du peu, mais peut-être qu'il n'avait pas tort. Quand on voit le manque de réactivité, le manque de condamnation, alors évidemment on essaie de donner un petit peu d'antagonisme, surtout au niveau de l'ultra-gauche, sauf que l'ultra-gauche, pareil, elle se planque derrière le fait qu'elle n'a pas les outils, qu'elle n'a pas accès au pouvoir pour pouvoir faire quelque chose. Donc elle s'amuse, elle instrumentalise les idiots utiles pour faire des manifestations pro-palestiniennes, etc. Sauf qu'encore une fois de plus, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, là pareil, quand vous organisez ça, vous n'êtes pas sans ignorer que vous prenez le risque d'attirer les extrêmes. Tout comme quand vous allez dans un meeting du Rassemblement national, vous allez, en cherchant bien, vous pouvez tomber sur des gens qui vont avoir le discours antisémite ou le discours raciste. Et évidemment, si vous mettez le projecteur sur ces gens-là pour étayer votre propos ou convaincre l'opinion que, regardez, le Rassemblement national est un parti raciste, et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec l'extrême gauche. C'est que si on réussit à focaliser les projecteurs sur des gens qui ont profondément un sentiment antisémite, pouf, regardez, l'extrême gauche est antisémite. Alors que, si ça se trouve, en grande majorité, tous ces gens sont simplement mués par une forme d'humanisme, une forme de droit de l'homisme. Mais malheureusement, comme toute chose, il y a toujours des imperfections. Il y a toujours de la chienlit qui va détruire, qui va démolir et qui va servir l'instrumentalisation de l'antagoniste à donner une mauvaise image, à faire de la généralité, à faire de la caricature et mettre en évidence aux yeux de l'opinion que oui, ça existe. Sauf que derrière, il y a des conséquences. Ici, aux États-Unis, les conséquences, ça a été l'élection de Donald Trump. C'est-à-dire que l'échec total de la politique
traditionnel, biparti, s'est fait balayer en 2016. Eh bien, c'est ce qui risque d'arriver, en effet, en France. J'ai même envie de dire que c'est déjà arrivé, hein, parce que Macron, il a été débarqué comme ça, alors que le mec, il n'a jamais été élu, il n'a jamais fait partie d'un parti politique, même quand il a fait sa campagne présidentielle, il n'avait pas de parti politique, il avait un mouvement. Donc vous voyez, c'est très intéressant finalement. C'est très intéressant de voir que petit à petit, ce que moi ou d'autres, nous vous prévenions, nous vous avertissions d'une mise en place d'un système qui, à terme, trouvera toujours une solution, trouvera toujours le moment opportun pour finalement arriver à leur dessein, c'est-à-dire vous conditionner, vous soumettre, vous retirer, le cas échéant, votre souveraineté, vos droits et vos libertés fondamentales. Au nom de quelque chose, au nom de la sécurité, au nom, comme exactement ce qu'ils ont fait pendant la pandémie. La pandémie était la bonne raison pour supprimer des droits et des devoirs au niveau de la République et au niveau du peuple français, sous prétexte que, ah bah oui, mais vous comprenez, il y a des Français, on ne peut pas se permettre de leur laisser des libertés, on doit punir, on doit restreindre. Et finalement, ça a super bien marché. Alors, ça a super bien marché. On est d'accord qu'il y a beaucoup de Français qui sont quand même pas cons, qui se disent « Ouais, mais bon, quand même, hein. » Oui, mais ça suffit pas aujourd'hui de dire « Ouais, mais bon, quand même, hein. » Aujourd'hui, il faut de l'action. C'est là que ça devient intéressant. Parce que cette élite, cette caste, qui a cette ambition, elle se rend compte que, pour l'instant, vous ne bougez pas. Vous ne faites rien. Alors oui, il y a des mouvements, il y a des manifestations, etc. Mais, encore une fois, ce sont des idiots utiles. Que quand vous les interrogez, quand vous leur demandez de vous expliquer, etc., vous vous rendez compte qu'en réalité, il y a rien. C'est du vide. C'est des idiots utiles. En revanche, dans les Gilets jaunes, quand il y avait des gens qui avaient une certaine connaissance, qui avaient une conscience bien organisée, bien argumentée, ah, bah là, oui, en effet, là, ça commençait à devenir dangereux. Parce que ces gens-là, si d'autres gens un peu moins compétents, un peu moins aware, bah, pouvaient tout d'un coup comprendre les subtilités et détails du système. Et c'est pour ça que ça devenait dangereux. Dangereux pour le système. Donc, ce débat Bardella et Attal, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. Une photo, une image. C'est la poignée de main. Cordialité, nous sommes là pour faire du débat politique. On n'est pas là pour se cracher à la gueule. Sauf qu'il y a un doigt qui gêne. Le doigt de Bardella sur le poignet de Attal. Et si vous ne le savez pas, je veux dire, quand vous serrez la main à quelqu'un, vous ne faites pas ce genre de choses. Vous n'écartez pas votre index pour aller taper le poignet de Attal. Paraît-il que c'est un signe distinctif pour permettre à deux interlocuteurs de s'identifier comme étant ou comme appartenant à l'obédience. Oui, la franc-maçonnerie. Donc, tout d'un coup, quand on vous dit que deux antagonistes, que ce soit des gens comme Zemmour ou Mélenchon, que ce soit des gens comme Macron et Marine Le Pen, posez-vous la question de savoir est-ce que finalement ces gens-là n'appartiennent pas à une obédience maçonnique ? Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que, eh bien, ce que je vous dis depuis très longtemps, que tout ça c'est une foire, que tout ça c'est de la comédie, que tout ça c'est un simulacre de démocratie, et qu'en réalité tous ces gens-là sont adoubés.
sont adoubés pour, même s'ils réussissent à accéder au pouvoir par accident, ils devront se soumettre à certaines normes, à certaines lois, à certaines règles. Nous en avons un très bel exemple avec Meloni en Italie. Si vous ne l'avez toujours pas compris, alors dans ce cas-là, je suis désolé, vous êtes désespérant. Et de ce fait, sur les réseaux sociaux, oui, il y a beaucoup de gens qui ont peur parce que ça les dépasse. Alors certains vivent dans le déni, donc ils sont encore plus véhéments, ils sont encore plus à côté de la plaque, ils sont encore plus à l'ouest dans leurs propos. Ils sont dans une utopie absolue, ils sont dans un fantasme exacerbé. Et du coup, ils se font taper dessus dans leurs commentaires. Alors évidemment, pour répondre aux commentaires, vous êtes des fachos, vous êtes des faf, vous êtes des racistes, et blablabla. Comme aussi vous êtes des extrêmes gauches, vous êtes des petits soldats Mao, des communistes, etc. Alors que tous les signes aujourd'hui sont sous vos yeux pour bien constater qu'il y a bien une caste, qu'il y a bien une élite politique qui de toute façon, qu'elles soient noires, blanches, grises, jaunes, bleues, elles ont toutes un ordre et un seul. Et évidemment, quand vous expliquez ça en argumentant, en apportant du factuel, eh bien vous avez encore des gens qui ne veulent pas le croire, qui ne veulent pas l'admettre. Ils ne veulent pas l'admettre pourquoi ? Parce que si ce en quoi ils croient, finalement, n'est qu'un leurre, en quoi ils vont pouvoir croire ? Vous imaginez si demain tous les croyants, vous leur prouvez que Dieu n'existe pas ? Vous allez générer un chaos. Vous allez avoir des suicides de masse. Vous allez avoir des guerres. Des gens qui vont s'entretuer. Donc, on laisse couler, on laisse planer le doute. Alors qu'il n'y a pas de doute à avoir. Il n'y a que des certitudes. Et que même ces certitudes, aujourd'hui, certains ont du mal à les accepter. Ils les acceptent du bout des lèvres. Mais en général, ça génère quoi ? Ça génère la peur. La peur, la frayeur. La peur de l'inconnu. Si je n'ai rien en quoi je peux croire, comment puis-je vivre sans avoir une croyance, sans avoir une conviction, sans avoir une raison d'être, politiquement, idéologiquement ? Aïe. Peut-être qu'il y a la possibilité justement de créer, de construire, d'innover, d'imaginer. Mais même ça, quand vous avez des gens qui tout d'un coup prennent cette conscience et qu'ils essaient d'apporter des solutions, eh bien ces gens-là, en règle générale, quand ils commencent à avoir un peu trop d'oreilles attentives, eh bien on les tue tout de suite, on les massacre, on les élimine. C'est le cas pour certains idéologues, pour certains philosophes, pour certains politiciens qui ne sont pas dans le cercle. Alors certains d'entre vous me parleront de François Asselineau. Mais attention, François Asselineau, souvenez-vous, c'est quand même un haut fonctionnaire. Alors certes, il a la technicité, il a la connaissance, il a la compétence du milieu, du cercle du pouvoir. Mais ça ne veut pas dire que si demain, tout d'un coup, Asselineau prend du galon et touche du doigt la possibilité demain, peut-être, de faire un très bon résultat sur une élection, voire même dépasser des partis traditionnels, eh bien vous verrez que soit il va se faire allumer et il va se faire descendre, ou soit on va l'inciter, on va l'inviter, tout simplement,
sur certains principes, sur certaines règles, à s'aligner. Et ne plus jouer la contradiction par rapport à l'ordre établi. Donc, soyons clairs, si vous regardez cette vidéo et si vous avez compris de quoi je parle, la prochaine fois que vous verrez un débat, posez-vous la question. Posez-vous la question si tous ces gens, en réalité, ne jouent pas des rôles et que le pouvoir est ailleurs. Et j'ai envie de dire, vous en avez une preuve et une démonstration aujourd'hui réelle. C'est le pays dans lequel je vis, les États-Unis d'Amérique. Même si Donald Trump, en 2016, a réussi à faire croire à son électorat qu'il allait lutter contre l'État profond a fait en sorte de lui dire « Écoute Coco, tu as été élu, très bien. Nous, on n'est pas forcément d'accord avec toi, au moins on est clair. Mais ne remue pas trop dans les brancards, sinon, t'inquiète, on aurait les moyens de faire en sorte de t'arrêter dans ta progression. » Parce que oui, souvenons-nous, les États-Unis d'Amérique, c'est quand même un pays, une démocratie, où on a quand même réussi à éliminer des présidents. Un en particulier. Et donc même encore aujourd'hui, plus de 70 ans après, même si aujourd'hui la version officielle du tireur isolé du nom de Lee Harvey Oswald tient toujours, il est clair qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont conscients que non, Kennedy a bien été assassiné dans un complot organisé par des agences fédérales ou par des groupes dissidents. Mais là, ça reste de la théorie du complot. On n'ira jamais voir, on n'ira jamais enquêter. Et même les dossiers, les documents soi-disant secrets, qu'est-ce que vous voulez qu'ils révèlent? Ils ne vont rien révéler du tout. Vous comprenez bien que rien n'aura été écrit pour établir que la CIA était impliquée dans l'assassinat de JFK. Ce genre de document n'existe pas. Quand vous faites une OP noire, vous ne laissez pas traîner des dossiers ou des signatures sur des documents autorisants. Non. En règle générale, c'est du verbal. Tout le reste est une organisation, et une fois que l'opération est terminée, tout disparaît. Rien n'a jamais existé. Ça vous paraît logique ce que je vous dis ou pas? Donc les États-Unis, oui, c'est une démocratie parce que nous élisons des présidents, des administrations, un parlement. Mais sur certains sujets, et non des moindres, et plus particulièrement tout ce qui aborde l'État profond, n'importe quel politicien sait que si jamais il commence à remuer trop la queue, il se fera dégager. Donc, voilà tout l'intérêt d'essayer d'attirer le peuple sur des sujets, voire même des fois des non-sujets, voire même des fois provoquer des événements pour faire parler, pour émouvoir, pour occuper la plèbe. Et pendant ce temps-là, la plèbe ne regarde pas là où il faut regarder. Donc la petite guéguerre qu'il y a aujourd'hui en France entre les soi-disant extrême gauche ou extrême droite, dites-vous bien que ça reste dans le domaine d'un spectacle, d'un show, qui cherche à occuper et qui cherche à diviser les Français. Alors qu'en réalité, tous ces gens-là qui se balancent de la merde dans la gueule, en réalité, je rappelle, Attal, il y a des photos qui circulent de Attal au dîner du CRIF. Quand tu vas au dîner du CRIF, c'est pas pour dire après « Oh Israël, vous êtes pas bien, vous êtes des méchants. » Non. Mais ça,
malheureusement, tout ce que je viens de vous dire, il y a encore beaucoup de Français qui ne l'ont pas compris. Et ça va être très dur de leur faire comprendre ça, parce que le jour où ça va tomber, le jour où ils vont se retrouver en face de la réalité, là, ce jour-là, ça va faire mal. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.